La Cour de cassation française confirme la condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale. Il est reproché à Théodore Obiang de s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans l'affaire dite des biens mal acquis. Au Cameroun, Amnesty International dénonce l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du pays. Un sanglant conflit séparatiste oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles à l'armée dans cette zone. Et puis, début de la vaccination contre le coronavirus en Tanzanie, l'opération a été lancée ce mercredi. La présidente du pays a déjà reçu sa dose de vaccin. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, a été définitivement condamné ce mercredi par la justice française. C'est fait alors. Il lui est reproché notamment de s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans un des volets, dans l'affaire dite des biens mal acquis, après rejet de son pourvoi par la Cour de cassation. Théodore Obiang, 52 ans, avait été condamné par la Cour d'appel de Paris en février 2020 à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Il avait fait appel de cette décision. C'est une immense victoire, une décision historique qui met un point final à 14 ans de procédure. A réagi auprès de l'AFP, Sarah Brinbeuf, responsable du plaidoyer flux financiers illicites à Transparency International, partie civile dans cette affaire. Par cette décision, la justice française confirme que la France n'est plus une terre d'accueil pour l'argent détourné par de hauts dirigeants étrangers et leur entourage, a déclaré dans un communiqué Patrick Lefas, président de l'ONG en France. Théodore Obiang est donc définitivement condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance entre 1997 et 2011. Et la Guinée équatoriale, 1,4 million d'habitants, devient le premier pays à bénéficier du nouveau mécanisme de restitution des avoirs frauduleusement acquis par des dirigeants étrangers, adopté par le Parlement français la semaine dernière. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, sera bien évidemment saisie, ainsi que toute juridiction internationale compétente, pour connaître des questions touchant à l'ordre public international, comme celle de l'immunité des gouvernants ou celle de l'ingérence d'un pays étranger dans l'ordre juridique interne d'un pays tiers, a réagi auprès de l'AFP, l'avocat de Théodore Obiang, Maître Emmanuel Marcigny. 2 Mauritaniens enlevés au Mali le 18 juillet dernier, accompagnés de 3 ressortissants chinois, ont été libérés. C'est ce qu'a indiqué une source proche du gouvernement mauritanien. Le 18 juillet dernier, 5 hommes, dont 3 Chinois et 2 Mauritaniens, avaient été enlevés lors d'une attaque contre un site de construction d'une route à quelques 55 km de la ville de Kouala, dans le sud-ouest du Mali, non loin de la frontière mauritanienne. Ce mardi après-midi, les 2 Mauritaniens ont été libérés. Confirmant une information de l'agence mauritanienne d'information, un responsable du ministère mauritanien de la communication a affirmé qu'ils ont été libérés par leur ravisseur et se trouvent désormais aux mains des autorités mauritaniennes. Ils se trouvent à Vassala, sur la frontière sud-est avec le Mali. Ils sont en bonne santé, a ajouté cette source, qui n'était pas en mesure de donner de détails sur les circonstances de leur libération ou sur l'identité des ravisseurs. Ce responsable ayant requis l'anonymat et l'agence mauritanienne d'information n'ont pas non plus donné d'indications sur le sort des 3 ressortissants chinois enlevés en même temps qu'eux. L'agence de presse mauritanienne Al-Akbar avait rapporté que les assaillants arrivés à moto avaient incendié des réservoirs de carburant avant de s'enfuir avec les otages. Des équipements de chantier avaient également été détruits, avait indiqué l'armée malienne, sans plus de détails. Cette alerte d'Amnesty International, l'ONG dénonce l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du Cameroun. Un sanglant conflit séparatiste oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles à l'armée dans cette zone. De nouvelles recherches d'Amnesty International, notamment l'analyse d'images satellitaires,
ont révélé l'ampleur dévastatrice des destructions causées par le conflit en cours dans les régions anglophones du Cameroun, écrit l'ONG dans un nouveau rapport. Elle souligne que les combats entre divers groupes armés qui réclament l'indépendance de la partie du pays peuplée par la minorité anglophone et l'armée se sont poursuivis sans relâche, les civils étant les plus touchés par les homicides illégaux, les enlèvements et la destruction généralisée de maisons et de villages. La violence s'est récemment intensifiée dans certaines parties du nord-ouest, l'une des deux régions anglophones du Cameroun, avec la mort de plusieurs policiers et gendarmes tués par les séparatistes entre juin et juillet, et celle d'un civil par l'armée, a-t-elle assuré. Situé en bordure de la frontière nigériane, l'arrondissement de Noua, dans le nord-ouest, a été particulièrement visé par les violences, souligne le rapport. Entre le 22 et le 26 février 2021, au moins 4200 personnes ont été déplacées de 7 villages de Noua à la suite d'attaques de groupes d'autodéfense Peul, au cours desquelles au moins 8 personnes ont été tuées. Toujours en février, au moins 4 villages de cet arrondissement ont été détruits ou incendiés selon Amnesty, qui dit s'appuyer sur l'analyse d'images satellitaires. Dans la région du nord-ouest, la communauté Mbororo, des Peuls nomades à l'origine, mais dont beaucoup de membres se sont sédentarisés depuis plusieurs années au Cameroun anglophone, paie un lourd tribut. L'ONG pointe aussi les exactions commises par des groupes armés Peuls auxquels sont rattachés les Mbororo. On ne connaît toujours pas en République démocratique du Congo qui sera le prochain président de la CENI. Les leaders des confessions religieuses du pays doivent se mettre d'accord sur un nom pour présider la Commission électorale nationale indépendante. Les 8 responsables des confessions religieuses qui s'étaient donc réunis au siège de la conférence épiscopale au Congo se sont séparés sans un consensus. Les responsables des églises catholiques et protestantes en République démocratique du Congo ont demandé une suspension de séance et des compléments d'information sur certains candidats. Les 6 autres confessions religieuses concernées par la désignation du président de la CENI ont quitté en début de soirée le siège de la conférence épiscopale pour se réunir au siège de la commission d'intégrité et médiation électorale. Il s'agit de l'église du Réveil, des orthodoxes, des musulmans, des kimbanguistes, de l'armée du salut, des églises indépendantes. Les leaders des confessions religieuses du pays devaient se mettre d'accord sur un nom pour présider la commission électorale nationale indépendante. Le responsable de l'église du Réveil s'est refusé à donner le nom de leur candidat à la CENI, mais a assuré qu'un procès verbal serait transmis ce mercredi à l'Assemblée nationale, conformément au calendrier. Officiellement, pas de nom, mais dans l'entourage de 6 confessions religieuses, on assure que le futur président de la CENI s'appelle Denis Kadima. Le candidat auquel catholiques et protestants s'opposaient, estimant qu'il était très proche du président Félix Tshisekedi. À la sortie de son audition avec les confessions religieuses, Denis Kadima a démenti tout lien avec un quelconque candidat. Il a rappelé qu'il était un expert électoral reconnu sur le plan international et il a demandé à être jugé sur son CV et sur ses actes. Autre point de désaccord, la SENCO et le CC ne souhaitaient pas que l'Assemblée nationale devienne l'arbitre d'un conflit entre confessions religieuses. Et en Tanzanie, c'est parti pour la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. L'opération a été lancée ce mercredi après une année de déni de la pandémie dans ce pays de l'Afrique de l'Est sous le président John Magufuli, on rappelle, décédé en mars dernier. La présidente a elle-même été vaccinée pour lancer cette campagne de vaccination contre la Covid-19. Le pays où les autorités se sont refusées au couvre-feu et au confinement imposé chez ses voisins est l'un des derniers du continent à entreprendre de vacciner sa population. Samia Suluhu Hassan, en se faisant vacciner, dit vouloir rassurer. Niseme ndugu zangu, mimi ni mama wa watoto 4 wanaonitegemea. Je suis une mère de 4 enfants, une grand-mère de nombreux enfants, une épouse et plus important, la présidente et la commandante en chef des forces armées tanzaniennes. Vous pouvez imaginer combien de personnes dépendent de moi à travers cette chaîne. Dans ce contexte, je ne mettrais pas ma vie en danger si les vaccins n'étaient pas sûrs. Nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari. Nikijua kwamba na majukumu yote haya yananitegemea. Chanjo hizi ni bora na salama. Laissez-moi vous rassurer. Ces vaccins sont sans danger pour la consommation humaine. Notre équipe d'experts
a veillé à ce que toutes les procédures nécessaires à l'importation de vaccins soient respectées, tout comme nous l'avons fait pour les autres médicaments importés dans le pays. En succédant à John Magufuli, la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan a largement révisé la politique du défunt président qui prônait essentiellement la prière et les produits naturels pour venir à bout du coronavirus. À l'inverse, elle a notamment créé un comité d'experts chargé de conseiller le gouvernement et a voulu montrer l'exemple en étant la première à recevoir le vaccin mercredi lors d'une cérémonie officielle. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.